Les TMS sont des maladies qui affectent les tissus mous autour de l'articulation. Ils sont regroupés par catégorie, selon l'élément anatomique concerné. Les plus fréquemment évoqués sont la tendinite, qui est une inflammation des tendons, lorsque l'inflammation atteint également la gaine synoviale, on parle de ténosynovite. L'inflammation peut aussi concerner les bourses séreuses. Il s'agit alors d'une bursite ou hygroma. Une quatrième structure anatomique peut être affectée par les TMS. Il s'agit des nerfs, qui assurent la conduction des ordres moteurs vers les muscles et transmettent les informations sensitives vers le système nerveux central. La compression d'un nerf par des structures anatomiques voisines détermine un syndrome canalaire. Le canal carpien est un canal constitué d'une part par les os du carpe, charpente du poignet, et par le ligament annulaire antérieur du carpe d'autre part. Dans ce canal inextensible passent des tendons, dits fléchisseurs des doigts car ils sont responsables de la flexion des doigts et de la fermeture de la main. Ces tendons coulissent dans le canal carpien à l'intérieur d'une gaine synoviale. Dans ce canal passe également un nerf appelé nerf médian, sensitif et moteur. Il est responsable de la sensibilité du pouce, de l'index, du majeur et d'une partie de l'annulaire. Il commande aussi une partie des muscles de la main permettant une préhension efficace. Le syndrome du canal carpien est l'exemple type des syndromes canalaires. Il a pour origine une compression nerveuse dans un canal inextensible. Il existe deux mécanismes différents de compression. Par augmentation de volume des structures passant dans le canal inextensible, par exemple quand les tendons fléchisseurs des doigts sont soumis à des tractions et des frottements trop importants, cela provoque une réaction inflammatoire, tendinite ou ténosynovite. Les structures enflent et peuvent alors comprimer le nerf médian. En augmentant de volume, elles frottent les unes contre les autres, entretenant ainsi cette réaction inflammatoire. Par diminution du diamètre du canal carpien. C'est le cas quand la face antérieure du poignet est en appui sur une surface ou quand le poignet est en hyperextension. Le ligament annulaire antérieur se tend alors comme une corde d'arc, comprimant les tendons et le nerf médian sur les os du carpe. Le nerf médian souffre modérément. La personne ne ressent que des douleurs et des picotements au niveau du pouce, de l'index, du majeur et de la moitié de l'annulaire. Le nerf médian souffre plus. Il ne transmet plus la sensibilité du pouce, de l'index, du majeur et de la moitié de l'annulaire. La personne sent moins bien les objets qu'elle prend dans la main et peut donc les lâcher. Le nerf médian souffre depuis longtemps. Les muscles permettant au pouce de toucher tous les autres doigts et d'avoir une bonne préhension ne travaillent plus efficacement. La personne a de la difficulté à saisir de façon sûre des objets dans la main. Enfin, les muscles diminuent de volume. Le squelette osseux représente le support du corps humain sur lequel viennent s'appuyer les viscères, foie, poumons, cœur, et les formations musculo-tendineuses. Il se compose de 207 pièces osseuses distinguant 4 parties principales: la tête, les membres supérieurs, les membres inférieurs et le tronc. La mobilité squelettique est assurée par des articulations. On distingue les mobiles, genoux, coudes, les semi-mobiles, côtes, colonne vertébrale, les rigides, os du crâne, bassin.
Les os du squelette sont maintenus et reliés entre eux par des ligaments. Ceux-ci sont placés autour des articulations et permettent d'assurer la cohésion articulaire. La mobilité des articulations se fait sous l'action conjointe des muscles agonistes et antagonistes. On compte 632 muscles. Ces muscles sont rattachés aux pièces osseuses par des tendons. L'enveloppe musculaire représente 45% du poids total chez l'homme et 35% chez la femme. On distingue les muscles striés tels que les biceps, les abdominaux, et les muscles lisses pour l'estomac et l'intestin. La colonne vertébrale est constituée de 32 à 34 os appelés vertèbres. Elle se divise en 4 segments. Le rachis cervical, 7 vertèbres de C1 à C7, le rachis thoracique, 12 vertèbres de T1 à T12, le rachis lombaire, 5 vertèbres de L1 à L5, le segment sacro-coccygien formé par des vertèbres soudées, 5 vertèbres S1 à S5 pour le sacrum et 3 à 5 pour le coccyx. Dans le plan frontal, la colonne vertébrale est rectiligne, tandis que dans le plan sagittal, on note 3 courbures physiologiques. Lordose au niveau cervical et lombaire, et syphose au niveau dorsal. Chaque vertèbre est constituée d'une partie antérieure appelée corps vertébral, se poursuivant en arrière par l'arc vertébral délimitant un orifice appelé le trou vertébral ou foramen, dans lequel passe la moelle épinière. Les vertèbres s'articulent entre elles par les apophyses articulaires par le disque intervertébral fixé sur les plateaux vertébraux. Le disque intervertébral est constitué de 2 parties. Un noyau interne, le nucleus pulposus, dur et gélatineux. Un noyau externe, l'annulosus fibrosus, formé de cartilage fibreux absorbant les pressions. Les pressions subies par la colonne vertébrale sont transmises d'une vertèbre à une autre par le disque intervertébral et ils sont progressivement amortis. La colonne vertébrale peut réaliser 4 mouvements. Des mouvements de flexion, des mouvements d'extension, des mouvements de rotation, des mouvements d'inclinaison latérale. En flexion, le nucleus pulposus est chassé en arrière du disque intervertébral. Ce mouvement est accentué lors du port de charge. La dégradation de l'anneau au cours des années est imperceptible. En flexion répétée, le noyau se déplace en arrière et à la longue dégrade le disque fibreux. Ce phénomène est particulièrement important au niveau des lombaires compte tenu de leur morphologie. À terme, les nerfs sensitifs peuvent être comprimés et provoquer une contraction musculaire douloureuse, la lombalgie, ou une contraction musculaire aiguë, le lumbago. Au contraire, si le mouvement est réalisé avec un dos droit, il n'y aura aucun déplacement du noyau. Le nerf sensitif ne sera donc pas touché. Le lumbago aigu. Cette pathologie apparaît donc lorsque le noyau gélatineux vient toucher les nerfs sensitifs. L'hernie discale est une proéminence d'un disque intervertébral dans le canal rachidien,
ce qui correspond à l'expulsion en arrière du noyau gélatineux. La sciatique. Le noyau gélatineux s'extériorise davantage du côté postérieur et va venir toucher le nerf sciatique. Le tassement discal. C'est la destruction totale du disque intervertébral qui ne peut donc plus remplir son rôle d'amortisseur de pression.